numéro de NCI 360. Ils étaient 49 soldats ivoiriens détenus au Mali. Ils sont désormais 46. 3 d'entre eux, des femmes principalement, ont été libérés par la junte malienne. La médiation togolaise qualifie ce geste d'humanitaire. Mais qu'en est-il des 46 autres et qu'est-ce qui empêche leur libération? C'est le premier sujet de ce soir. En second tableau, l'éducation nationale. Le rapport des États généraux de l'éducation nationale a été remis au Premier ministre Patrick Hachi. Que faut-il retenir? Et puis enfin, dernier sujet, le retour de Mabry Touakeus au RHDP, un retour qui fait couler beaucoup d'encre. Pour aborder ces sujets, j'ai le plaisir de recevoir pour vous et chez vous Assalé Timoko, journaliste, député maire de Tiasalé. Bonsoir. Bonsoir, que nous avons le plaisir de vous retrouver sur le plateau d'NCI 360. Là, oui, Ça faisait un bon moment. Oui, tout à fait. Atur Banga, historien. Bonsoir Atur. Bonsoir Evelyne. Anogoï, juriste et président de la garde citoyenne. Bonsoir. Exactement. Bonsoir Evelyne. Et merci d'être là. Je vous en prie. Guillaume Bateau, journaliste, directeur de la rédaction de Notre Voix. Bonsoir. Bonsoir Evelyne. Merci d'être là également. Savané Alissi, vous êtes juriste, auteur. Bonsoir. Et Saint-Claver Oula, journaliste. Bonsoir. Bonsoir. En ligne, nous avons docteur Neton Tawa. Bonsoir, docteur. Bonsoir Evelyne. Vous êtes, Bonsoir aux autres. d'accord. Vous êtes enseignant-chercheur aux sciences politiques à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Alors, messieurs, pour commencer le débat de ce soir, je vous propose de suivre ce reportage de la rédaction de NCI sur le retour des 3 soldats ivoiriens. Hangar 5 de la base aérienne d'Abidjan-Port-Boué. Proches et condisciples des 3 femmes du contingent des 49 soldats détenus au Mali s'empressent de s'installer. Sur les lieux, joie indicible et inquiétude cohabitent. Le soulagement définitif, ce sera à 21h, quand le Grumman 4 se pose. À son bord, les 3 premiers libérés. Toutes portées en triomphe au pied de l'échelle de coupée. Peu après, place aux nouvelles. Elles sont énoncées par le ministre directeur de cabinet du président de la République et la chef de la diplomatie du pays. Tous reconnaissant des efforts de dépassement des chefs d'État des 2 pays et ceux des médiateurs pour jouer la carte du règlement à l'africaine. Au cours de l'audience que le président Faure Gnassingbé nous a accordée, il a fait état de cela, de la grande sagesse du président Alassane Ouattara dans la gestion de cette crise. Aujourd'hui, nous sommes heureux de constater que les actions et les initiatives du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui a été constamment en contact avec le président Faure Gnassingbé, ces initiatives diplomatiques nous ont permis d'avoir ici aujourd'hui avec nous nos braves soldats, 3 de nos braves soldats. Quid des 46 autres? Leur absence refroidit les éléments précurseurs de la relaxe sur la question. Le chef d'état-major se veut optimiste. Le fait que j'ai pu ramener à la maison déjà dans un premier temps nos petits garçons, c'est déjà, cela augure de bonnes perspectives pour la suite. Et je pense que cela prouve au moins que nous nous parlons, nous continuons de nous parler, nous nous entendons parler, nous nous écoutons. Il n'y a donc pas de raison que nous n'arrivions pas à trouver une solution. Vraiment, nous sommes contents de retrouver nos familles et nos patrons ici présents. Même si nous sommes tristes parce que nos amis sont restés là-bas, mais on espère pouvoir les retrouver très bientôt. Même état d'âme du côté des parents, mais tous restent confiants. Vraiment, nous sommes dans la joie. Nous voulons dire vraiment merci aussi au président de la République. Nous disons vraiment merci. Nous disons aussi merci au président Faure Gnassingbé pour tout ce qu'il a fait. Et que Dieu fasse que vraiment les autres qui sont restés là-bas aussi, que l'Éternel les fait grâce pour qu'ils viennent. Mon bonheur là,
Il est un peu partagé. Pareil, j'aurais voulu que ça soit voilà, et tous. Moi, je suis un ancien soldat. Je suis allé à la retraite major. On sait qu'un chef d'État, le chef suprême des armées, n'abandonne même pas son dernier soldat. Même le cadavre du dernier soldat, on cherche à le faire rentrer. Après, il faut le soit vivant. Donc, il ne peut pas les abandonner. Notons que les soldats ont transité par Lomé, où elles ont été remises à la délégation ivoirienne conduite par le ministre directeur de cabinet. Il s'agit là d'un premier pas vers le dénouement définitif de l'affaire dite des 49 soldats ivoiriens que savourent déjà les frères d'armes, des petits garçons relaxés. Un premier pas donc vers le dénouement de cette crise. La médiation togolaise a parlé de gestes humanitaires, mais est-ce qu'on peut vraiment parler d'un geste humanitaire quand on sait que les 46 autres sont encore retenus? Je vais commencer par vous, Assali Timoko. Votre commentaire. Effectivement, on a tous suivi l'épisode de la libération de 3 soldats. Et comme vous l'avez dit, le gouvernement togolais a parlé de gestes humanitaires, ce qui est assez surprenant. Parce qu'on nous avait dit que nos soldats avaient été inculpés de plusieurs crimes, atteinte à la sûreté de l'État, association de malfaiteurs en vue de commettre une atteinte à la sûreté de l'État. Et donc, c'est l'ensemble des 49 soldats qui avaient été inculpés dans cette logique-là. Alors, il est très curieux que, finalement, on dise que, pour des raisons humanitaires, on libère 3 femmes et que les autres, eux, sont maintenus. Alors, l'habillage qui était autour de cette affaire depuis pratiquement 1 mois maintenant est tombé maintenant. Quand on a écouté avant-hier le président de la transition malienne qui a dit que clairement que les soldats ivoiriens ne seraient pas libérés tant que la Côte d'Ivoire, en retour, ne céderait pas leurs concitoyens qui seraient ou bien qui seraient en transit ici. Et donc, finalement, c'est ce que nous disions depuis le départ. Cette affaire, c'était une vraie prise d'otage. Le Mali ne découlait pas de ce que la Côte d'Ivoire ait joué un rôle, j'allais dire, prépondérant dans les sanctions qui sont abattus sur le pays. Ils ont eu l'occasion, il y a eu des dysfonctionnements administratifs, et ils sont rentrés dans la brèche. Du côté de la Côte d'Ivoire? De la Côte d'Ivoire, et bien même du Mali aussi, parce que la routine s'était installée. Donc, ça c'est clair. Mais au-delà de ça, ils ont voulu faire payer à la Côte d'Ivoire le fait que notre président ait été actif dans ce domaine-là. Et finalement, on découvre que c'est une prise d'otage et qu'il conditionne désormais la libération à la remise au Mali de citoyens maliens vivant en Côte d'Ivoire. Ce qui est très grave parce qu'on est au niveau étatique où on nous dit qu'une justice, sur la base d'éléments à sa disposition, a inculpé des gens qui seraient venus faire un coup d'État. Okay. Et finalement, on découvre que ce n'est pas une affaire de justice et que par derrière, c'est une rançon qu'on demande avant de libérer nos soldats. Et donc, le masque est tombé. On va comprendre dans quel sens les Maliens vont aller vu qu'à cette affaire. On note bien cet avis. J'aimerais rappeler aux téléspectateurs que vous avez la possibilité de prendre part à ce débat en appelant juste le numéro qui s'affiche maintenant à l'écran. Arthur Bonga. Bon, on est clairement dans la prise d'otage que nous avons dit depuis le début. On se réjouit humainement de voir les 3 premiers soldats arriver. C'est un geste à saluer. Bien sûr, c'est à saluer, mais ça ne doit pas faire perdre le fond de l'idée, c'est qu'on est dans une prise d'otage. Au début, on nous a dit que 49 soldats dirigés par un lieutenant qui a à peine 3 années d'ancienneté partaient faire un coup d'État, alors qu'ils étaient avec des armes légères et tout. D'ailleurs, je vais insister sur une partie des dysfonctionnements administratifs. Une grosse partie des dysfonctionnements administratifs est due au Mali. Le Mali a changé ses règles. Était en train de changer ses règles. C'est un élément nouveau alors? Non, je précise. Okay. Au 9 juillet, puisqu'on a eu le départ, on a vu il y a 2 semaines de l'opération d'aménagement. Okay. Le Mali décide de changer ses règles, n'informe personne, n'a pas encore changé ses règles. Donc quand vous ne changez pas de règles, on applique les règles nouvelles. Quand ils arrivent, qu'ils disent que les autorisations obtenues par les Ivoiriens ne devraient pas l'être, mais les Ivoiriens ne vont pas payer pour ce qui ne devrait pas l'être. Donc ça, il faut demander à l'administration malienne comment ils font pour délivrer des autorisations. Et ça, passé cela, on est vraiment dans la prise d'otage. Aujourd'hui, on n'est plus sur l'argument du coup d'État. Parce que nous, dès le premier jour, on a dit que ce n'était pas un argument, c'était juste un prétexte pour justifier cette prise d'otage. Et c'est de la prise d'otage parce qu'on est vraiment dans la rançon. Voilà. Et bon,
On sait très bien qu'on ne donne pas de rançon à un otage, sinon demain il en fera plus. C'est-à-dire qu'à chaque fois que la junte malienne aura besoin de quelqu'un, elle va bloquer des ressortissants des pays qui vont aller chez eux. Je pense qu'on doit être ferme là-dessus. Et troisième chose, finalement, ils n'ont pas de bons services de renseignement. Parce que sur la liste des personnes qu'ils ont données, il y a un seul qui vit en Côte d'Ivoire, qui est Karim Keïta. Mais on sait très bien que les conditions de justice ne sont pas réglées. Et d'ailleurs, pour l'extradition, il y a des règles. Quand on doit extrader, ce n'est pas le gouvernement qui demande l'extradition, c'est la justice. Donc, si la justice malienne estime qu'on doit extrader Karim Keïta, parce que je dis, le reste des personnes qui demandent ne sont pas en Côte d'Ivoire. Elles viennent souvent en Côte d'Ivoire, mais ne sont pas en Côte d'Ivoire. Donc déjà, les Maliens doivent renforcer leur système de renseignement pour comprendre qu'ils ne sont pas en Côte d'Ivoire. Et la justice malienne va faire son travail d'extradition. Mais dites-nous, Arthur Banga, puisque vous parlez des dysfonctionnements au niveau du Mali, il y a beaucoup de choses qui ont été dites dans ce débat, dans cette situation. Est-ce que clairement, du côté de la Côte d'Ivoire, il y a eu dysfonctionnement ou pas? Il y a non-respect de procédures administratives? Il y a eu, pour ce que je sais, il y a eu peut-être oubli de certains documents administratifs. Mais dès que les autorités maliennes ont demandé ces documents administratifs, elles les ont reçus. Et j'ai déjà voyagé, tout le monde ici voyage. On ne peut pas, quand tu n'as pas tes documents administratifs, au mieux, on te ramène chez toi. Okay. On ne te condamne pas. Mais je veux dire que ces questions administratives n'ont jamais été évoquées pour condamner les militaires. On a parlé de coup d'État. Mais aujourd'hui, on oublie le coup d'État. Et c'est comme nous disions depuis, il n'y a pas de coup d'État qui peut être fait avec ces 49 soldats qui sont pris en otage, c'est le mot. Aujourd'hui, on est dans une demande de rançon. C'est irresponsable. Et j'estime que le gouvernement ivoirien doit garder la diplomatie, l'ouverture, mais la fermeté. Parce que si vous cédez à une rançon, demain, vous allez devoir payer une rançon plus grande. Très Donc, bien. on ne va pas rentrer dans cette logique de prise d'otage. Très bien. Nous avons Ibrahim Koné en ligne. Bonsoir, monsieur. On vous écoute. Ibrahim Koné. D'accord. Anno Goyi, votre commentaire sur... Écoutez, Evelyne, moi, je ne parlerai pas peut-être de prise d'otage, mais ce que je retiens de cette situation, c'est que le Mali, visiblement, il y a eu des problèmes administratifs avec les soldats ivoiriens en terre malienne, et le Mali essaie de tirer le meilleur parti de cette situation. Une chose est claire, cette situation sera résolue par la diplomatie. Les 3 soldats qui ont été libérés, Dieu merci, récemment, ont été libérés grâce à la diplomatie. Et c'est la diplomatie également qui permettra, la diplomatie et la politique, qui permettra de libérer les autres otages. Est-ce qu'ils ont été libérés pour des causes humanitaires? Je ne pense pas, parce que les 3 soldats étaient dans les mêmes conditions que les 46 autres qui sont restés. Mais je crois que le Mali tente de tirer le meilleur parti de la situation. Ce qu'en revanche, je trouve dommage, c'est que cette situation qui absolument va se résoudre, parce que les 2 pays sont membres de la CEDEAO, la Côte d'Ivoire a une longue histoire avec le Mali, ce sont des pays frontaliers, on a tellement de choses en commun qu'on ne pourrait pas faire durer plus longtemps cette situation. Mais en revanche, ce que je trouve dommage, ce sont les invectives qui sont lancées par les populations et les impacts sur quelle population? Ivoirienne et malienne. Ivoirienne et malienne, et les impacts que cela a notamment sur l'organisation de spectacles, l'industrie culturelle et sur certaines activités économiques. Ce sont des problèmes qui forcément et nécessairement vont se résoudre, et il ne faut absolument pas que ceux-ci déteignent sur la qualité des relations que les Ivoiriens entretiennent avec les Maliens. Merci Anno Goyi. Nous avons un téléspectateur en ligne. Bonsoir, monsieur. Allô? Allô, bonsoir, on vous entend, on vous écoute. Votre commentaire? Je suis en direct. Oui, vous êtes en direct sur NCI. Non, c'est comme je le disais, c'était juste pour faire savoir que dans cette situation... On vous écoute, monsieur. On vous écoute. On a des difficultés, on a des problèmes techniques. Je vais donner la parole maintenant à Dr Tawa pour votre commentaire sur cette libération des soldats ivoiriens et sur ce conflit qui oppose la Côte d'Ivoire au Mali. Dr Tawa? Oui, vous m'entendez? Bien maintenant. Ok, je dois dire que la libération des trois dames militaires, c'est effectivement un geste à saluer qui va dans le sens, je l'espère, d'une libération totale de tous les soldats qui sont détenus au Mali. Mais ce que je dois dire, c'est d'encourager les autorités maliennes et leur rappeler quand même que entre la Côte d'Ivoire et le Mali,
il y a des relations séculaires d'amitié entre les États, mais aussi entre les peuples. Et aussi entre nos institutions. Moi qui suis instructeur civil à l'école de guerre à Zamakour avec Atu, je peux le témoigner, ça fait 2 ou 3 années qu'on voit passer des officiers supérieurs maliens venir bénéficier de la formation en Côte d'Ivoire et puis bien sûr qui repartent servir dans leur pays. Il y a donc cette volonté ou bien cette tradition de fréquentation mutuelle qui est que il faut respecter, et je pense que c'est dans cet esprit que la Côte d'Ivoire, au moment où la communauté internationale allait au chevet du Mali, que la Côte d'Ivoire y est allée. Maintenant, il y a eu quelques problèmes politiques dus au coup d'État et sa gestion par la Côte d'Ivoire, mais surtout dans le cadre de la CEDEAO, qui peut-être fâche les autorités maliennes, mais je les invite, je les encourage à ne pas en faire trop davantage. Il faut aller dans le centre de la négociation et il faut peut-être écouter la voix de la raison et libérer tranquillement les autres soldats. Maintenant, trouver d'autres cadres pour poser d'autres préoccupations d'ordre politique, mais tenir des soldats pour en faire des monnaies d'échange, je pense que c'est pas une piste à encourager. D'accord. Guillaume Gato, qui je l'imagine est très impatient. Vous me voyez sourire largement. Oui, bien sûr. Sur ce plateau, quand au début j'ai parlé des gangsterisme d'État. On ne va pas vous permettre de le redire. Non, je le dis, de gangsterisme d'État, de prise d'otages, tout le monde aujourd'hui est unanime. Au début, on a dit oui, mais Guillaume en fait trop. Mais c'est la triste réalité. Depuis le début, sur ce plateau, j'ai dit qu'il n'y avait pas l'once d'une tentative de coup d'État au Mali. Depuis le début, je l'ai dit que nos soldats devaient servir de monnaie d'échange aux deux Maliennes. Tous ceux qui m'ont vilipendé sont obligés de reconnaître que j'avais eu raison trop tôt. Ceci dit, il faut se féliciter déjà de la libération des trois soldats, ces dames. Il faut remercier donc la médiation togolaise et, comme tout le monde le dit, demander aux autorités maliennes de faire preuve de sagesse. J'ai écouté Anno dire oui, il ne faut pas que les populations... Mais les populations sont exaspérées. Parce que vous ne pouvez pas dire, vous ne pouvez pas espérer que nos soldats soient détenus et que leurs parents, leurs amis restent les bras croisés. Surtout que c'est une injustice flagrante qui leur est faite. Ces jeunes gens n'ont rien à faire là-bas. Arthur l'a dit, s'il y a des dysfonctionnements, si vous n'en voulez pas, vous les ramenez. Mais nous avons 800 soldats, et je l'ai dit aussi au début. Il y a une incongruité totale. Comment les autorités maliennes peuvent expliquer, y compris à leur propre population, que nous avons 800 soldats pour défendre l'intégrité territoriale du Mali et qu'à côté d'eux, il y a 49 qui viennent les renverser. Ça ne fait pas sérieux. Ça ne fait pas sérieux. Et je dis, il faut saluer le leadership de nos autorités qui, dans cette situation, continuent de jouer la pacification, la sérénité. Mais il faut rappeler aux autorités maliennes la situation qui évolue. Elles n'ont pas intérêt à tirer trop sur la corde. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas le Mali. Je suis désolé, mais la Côte d'Ivoire et le Mali sont des pays frères, mais il y a un qui dépend plus de l'autre. Et c'est le Mali qui dépend de nous. Il faut le dire aux Maliens. Voilà, je pense que dans ces choses-là, on note bien. Il faut être clair. Aujourd'hui, ce que les autorités maliennes demandent, elles ne pourront pas l'obtenir. Il faut éviter d'envenimer la situation, libérer nos soldats. Si elles ont d'autres souhaits, je l'ai dit ici, il y a quelques jours, c'était nos amis qui disaient oui, mais maintenant que le dossier est judiciarisé, c'est une bonne chose. Mais je leur ai dit, mais vous pensez qu'au Mali, la justice est indépendante? Ce n'est pas une question de justice. On voit aujourd'hui que ça n'a rien à voir avec la justice. Merci, c'est M. Goïta et ses amis qui font la pluie et le beau temps. Ok, d'accord. Qui reviennent à la raison pour ne pas qu'il soit trop tard pour eux. Anno Goï qui veut réagir rapidement. Ensuite, c'est un peu curieux quand même que Guillaume demande ou salue la sérénité des autorités ivoiriennes et demande que les populations n'en fassent pas autant. Et je ne vois pas lancer des invectives. Je ne vois pas en quoi lancer des invectives aux Maliens ou que les Maliens en fassent de même. Je ne vois pas quel impact cela pourrait avoir sur un dénouement heureux de la situation. Vous l'avez dit, et là je suis d'accord avec vous, que c'est un problème politique et diplomatique. Quand on écoute le communiqué qu'a fait le procureur de la République du Mali, à Bamako,
très clairement, il a accompagné, il a acquiescé la décision des autorités maliennes. Donc je suis d'accord avec vous que la solution ne saurait être judiciaire parce que très visiblement, on s'achemine vers une solution, un règlement diplomatique et politique. Mais je ne crois pas, et je ne pense absolument pas du tout, que s'agiter, lancer des invectives, annuler des spectacles ici à Bamako et à Abidjan contribuera à dénouer la crise qui juste rapidement, pour dire à Arnaud, ce que je veux dire à Arnaud, c'est que je dis, vous ne pouvez pas taper un enfant et l'empêcher de pleurer. Tant que nos soldats seront... La tension va monter. On souligne déjà le fait que les autorités elles-mêmes essaient d'apaiser, de rassurer les uns les autres, mais on ne peut pas empêcher les populations d'avoir du ressentiment vis-à-vis de cette situation. Merci Guillaume. Merci Guillaume et Arnaud. Pour un besoin de quitter sur ce plateau, je vais donner la parole à Savané Siali. Moi, comme mes prédécesseurs, je pense qu'il faut saluer déjà la libération de nos 3 soldats. Maintenant, je pense qu'il faut, pour aller un peu dans le sens de mon prédécesseur, je pense qu'il faut être très modéré, il faut éviter l'hubris dans les propos. Je pense que je n'accepterai pas que des personnes tiennent des propos désobligeants vis-à-vis du chef de l'État de Côte d'Ivoire, du président. Donc, qu'on le veuille ou non, il y a les dirigeants de fait et les dirigeants de droit. Les dirigeants du Mali actuels sont les dirigeants de fait de la transition et du pays. Donc, je pense qu'on doit, à leur égard, être beaucoup moins excessif quand on tient des propos. Une première chose. Une seconde chose que je veux dire, c'est que visiblement, il y a les querelles entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Et nos autorités ont décidé de vider ces querelles-là, pas par le fer, mais par la diplomatie. Il faut garder à l'esprit que dès qu'on choisit la voie de la diplomatie, on abandonne tout ce qui est violence. C'est un choix. Et je crois que la Côte d'Ivoire n'a pas le temps pour rediriger son économie vers une économie de guerre, pour affronter le Mali. Le Mali aussi n'en a pas d'intérêt. On ne peut pas, on ne le fera pas. Et donc, cette voie de diplomatie qui est choisie là est la meilleure. On y est. Je pense qu'il faut inscrire ça. Je comprends les colères qu'on peut avoir quand on a 49 soldats qui sont détenus, 46 maintenant. Bon, 46, disons-le, qui sont captifs dans un autre pays. Il y a des parents, il y a des colères qui sont légitimes, mais la façon de revêtir notre verbe pour, je ne sais pas, pour exprimer cette colère-là, moi, je ne suis pas dans l'excès. En tout cas, je ne partage pas ça. Donc, je pense qu'il faut maintenir la voie de la diplomatie. Tôt ou tard, nos soldats viendront. Il n'y a pas d'autre choix. Et il faut inscrire ça surtout dans le temps. La diplomatie, c'est le temps. Et pour terminer sur une question, le chantage dont parlent les autres sur les personnes la personnalité malienne qui seraient là, et M. Bangal a évoqué tout à l'heure, 2 d'entre elles ne sont même pas là, une est là. Je pense qu'il y a une tradition en la matière en Côte d'Ivoire qui est qu'on ne livre pas des personnes qui sont considérées comme en exil chez nous. Je ne crois pas qu'il y aura exception à ça. C'est une carte qui est battue, c'est la diplomatie. Il faut toujours demander, on verra bien comment tout ça va se régler. Peut-être il y aura d'autres moyens, mais voilà ce que moi je veux dire sur ça. D'accord. Saint-Claver ou là? Moi, je pense qu'il faut toujours saluer les choses quand ça va dans le bon sens. Quand il y a toujours le dialogue qui est mis en avant. Et la libération de ces 3 dames, moi, je le salue. Et je me dis, il faut aussi accompagner cela de la libération des 46 autres. Parce que, comme l'a dit tout à l'heure Assali Temoko, c'est un tout. Et les 49 soldats sont frappés par les mêmes chefs d'accusation. Donc, on ne peut pas libérer 3 et maintenir encore les 46 autres. Ça donne l'impression que c'est, pour ne pas parler comme les autres, que c'est une prise d'otage. En fait, c'est du chantage que la junte est en train de faire à nos autorités. Mais en même temps, je me réjouis que nos autorités aient renoncé au ton martial. Le 12 juillet, c'est-à-dire 48 heures après l'arrestation des 49 soldats, on a vu la déclaration qu'il y a eu après la réunion du CNS. C'est comme si c'était un ordre que nos autorités envoyaient directement aux autorités maliennes en leur disant de libérer sans délai. Mais après, je pense que les choses aidant, nos autorités ont privilégié la voie du dialogue, la voie de la diplomatie, on fait intervenir des chefs d'État, on fait intervenir des facilitateurs. C'est une chose à saluer. Et il faut insister dans cette dynamique-là. J'aimerais donner la parole maintenant à M. Kwaku Yao qui nous appelle de Bamako. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. On vous écoute. C'est juste pour intervenir par rapport à la situation qui provoque le Mali et la Côte d'Ivoire. Et
nous sommes au Mali ici, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui résident au Mali. Et quand on regarde, quand on écoute M. Bateau dire certains propos, vraiment, ça nous fait peur. Parce que même les autorités ivoiriennes ne disent pas ce genre de propos. Un journaliste qui se permet de dire ce genre de propos, vraiment, c'est pas la bienvenue. Et je voudrais attirer son attention pour dire que, ouais, autant il y a des Maliens en Côte d'Ivoire, il y a des Ivoiriens aussi qui résident au Mali, qui vivent de leur travail. Moi, je suis un chef d'entreprise et j'emploie beaucoup de gens sur le territoire malien. Et je nourris ma famille en Côte d'Ivoire là-bas par rapport à ça. Donc quand il tient ce genre de propos, vraiment, c'est écœurant. Et puis il faut qu'il arrête. Il arrête de dire ce genre de propos. Moi, je ne suis pas votre élève. Il faut intervenir dans le dialogue. Ça, soulever le peuple malien contre le peuple ivoirien, vice versa. Qu'il arrête un peu. D'accord. Qu'il arrête un peu, qu'il écoute. Il n'a pas donné d'ordre. Moi, je ne suis pas votre élève, monsieur Kwaku. Je ne suis pas votre élève. Guillaume Bateau, on va finir, on va le laisser terminer. Aucun ordre à me donner. Guillaume Bateau, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Un peu de respect. Oui, on va le laisser terminer. D'accord. On va le laisser terminer et ensuite vous allez intervenir. Je vais lui répondre. Qui s'occupent de leur famille au Mali. Il y a des Ivoiriens au Mali qui s'occupent de leur famille en Côte d'Ivoire. Ok, ça on a bien compris. C'est quelque chose, il faut qu'ils sachent, il faut qu'ils pensent à ces familles-là. D'accord, monsieur Kwaku. De tirer sur la porte, c'est pas bon. La guerre, ça ne sert à rien. Qui a parlé de guerre? Guillaume Bateau, s'il vous plaît. Monsieur Kwaku, je vais profiter du fait que vous soyez au Mali pour vous poser cette question. Comment se passe donc la cohésion entre les Maliens et les Ivoiriens, la situation, comment elle se présente? Il ne faut pas mettre M. Kwaku en danger. Hein? Bon, Madame Evelyne, je voudrais vous dire une chose. Le Malien, c'est un peu pacifique. Okay. C'est un peu très pacifique. Moi, par exemple, j'habite dans un quartier où il n'y a aucun Ivoirien. Tous ceux qui sont autour de moi, c'est des voisins maliens. Donc, il faudrait qu'il arrête de dire... Donc, il n'y a pas de problème. Non, on a fini avec M. Bateau. Vous prenez pour qui? Guillaume Bateau, s'il vous plaît. S'il vous plaît, laissez-le terminer. C'est un téléspectateur qui nous appelle. Laissez-le terminer. Merci, M. Kwaku. Merci pour votre, merci pour votre appel. Oui, rapidement. Je veux rappeler à M. Kwaku. Téléspectateur qui appelle. Je ne suis pas votre élève, je ne suis pas votre enfant. Vous êtes au Mali, c'est bien pour vous. Ici, en Côte d'Ivoire, j'ai la possibilité de m'exprimer, de dire ce que je pense. Vous ne pouvez pas vous asseoir dans votre salon au Mali, me dire d'arrêter. Je ne travaille pas chez vous. Vous employez des Maliens, c'est bien pour vous. Merci, voilà. Donc vous aussi, arrêtez de me dire ce que vous dites, parce que ça ne va rien changer. On a bien noté cette réaction. Il y a beaucoup de réactions sur ce plateau, mais il y avait Dr Tawa qui avait demandé la parole. Donc je vous donne la parole, Dr Tawa. Ensuite, à Turbonga et à Saleh Tchomoko. Je veux dire deux choses. D'abord, concernant la réaction des autorités ivoiriennes dès le début du conflit, et puis répondre enfin pas répondre, mais dire quelque chose sur ceux qui viennent d'intervenir. Alors, oui, les autorités ivoiriennes ont peut-être changé de ton de langage, mais je pense que pour un État responsable, c'était pas, il ne fallait pas attendre des autorités ivoiriennes alors que ces soldats sont arrêtés, que ces premières déclarations aillent tout de suite dans le sens de l'apaisement, enfin, dans le sens diplomatique. C'est normal pour l'État de Côte d'Ivoire qui a envoyé ses soldats en mission avec toute la procédure qu'elle connaît et qui malheureusement constate l'arrestation des soldats-là. Elle ne va pas tout de suite, dans sa première réaction, on va dire caresser celui qui arrête ce soldat dans le sens du poil. Okay. Maintenant, après, si on va tous dans le sens de l'apaisement, il faut que les autorités maliennes comprennent ça. Autre chose, ce que votre intervenant tout à l'heure a appelé, je ne sais pas, mais je veux dire, la réaction, par exemple, des Ivoiriens, de Guillaume Bateau et autres, doit être comprise comme un agacement. Pour le moment, cet agacement est au niveau de la population et de l'opinion publique. Il faut que les autorités maliennes comprennent qu'à un moment donné aussi, peut-être, ça peut être, cet agacement peut être au niveau des autorités et on va aller vers une escalade qui n'est pas souhaitable pour nos deux États. Je pense que le fait que des Ivoiriens soient déjà sur le sol malien dans le cadre
onusien devait quand même suffire à faire comprendre aux autorités maliennes que ces autres 49 soldats, donc ce dernier contingent, étaient venus dans le cadre de cette mission. Maintenant, il y a eu peut-être quelques vices de forme dans la procédure, qu'à ça le tienne. Mais je pense que les autorités ivoiriennes ont pointé le langage diplomatique qu'il faut pour régler, pour remettre les pendules à l'heure. Je crois que maintenant, il faut bien que les Maliennes entendent raison et libèrent les soldats. Merci. Arthur Bonga et ensuite... Rien n'a changé dans la démarche de la Côte d'Ivoire du premier jour à aujourd'hui. On a demandé une libération sans délai. On a toujours maintenu cette libération sans délai. Le président de la République, le 7 août, a parlé de détenus injustement. On est toujours dans cette constante. On est très clair là-dessus. Il faut que nos soldats détenus injustement soient libérés. Ça n'a pas changé dans tous les communiqués que vous allez lire. Après, évidemment, les tons ont changé, mais nous encore on a gardé notre ton. Les autres, ils ne parlent même plus de coup d'État, ils ne parlent plus de mercenaires. Parce que eux, c'est faux. Nous, on a conservé notre ton. J'ai entendu des gens la semaine passée dire non, la Côte d'Ivoire ne s'est jamais excusée dans aucun propos. La dernière fois, on a dit dans les discussions, quand vous partez avec un texte, il y a toujours des discussions parce que l'avion est revenu à 21h, mais la décollée de l'avion à 16h. Donc, si on enlève les 2 heures de vol en aller-retour, il y a eu 3 heures de discussion entre les autorités ivoiriennes, les autorités maliennes, en présence du président du Togo. Ils ont eu des exigences. Nous aussi, on en a eu. Regardez tous les communiqués du Mali, ça se termine toujours par les souverainetés. Vous avez vu ça dans le communiqué final? Non. Parce que quand tu pars avec un communiqué final, ils ont voulu des mots, les regretter, tout ça, vous ne l'avez pas vu. Quand on part avec un communiqué, on discute et on sort. Mais ça, c'est le sens de l'apaisement. Il n'y a jamais une volonté d'humiliation. Il n'y a jamais, le ton a été le même. Libération de nos soldats injustement. Et ça, le président insiste là-dessus toujours. Deuxième chose, on parle du ton de ce qui va se passer dans les populations. Mais évidemment, personne ne souhaite que la situation s'envenime. D'ailleurs, les autorités ivoiriennes font tout pour ne pas que la situation s'envenime. Maintenant, entre l'agresseur, parce que c'est quand même nous qui sommes agressés, parce que ce sont nos soldats qui sont pris en otage, et l'agressé, ne vous attendez pas à la même réaction. Que les gens n'en parlent pas au Mali ou qu'ils se sentent apaisés, mais les Ivoiriens, nous, ce sont nos soldats qui sont pris en otage. On ne peut pas avoir la même réaction que ça. Et je vais terminer par le respect, le prétendu respect qu'on n'accorde pas sur ce plateau à la junte malienne. Bon, je pense que même Saint-Claver Oula qui a cherché un mot pour qualifier, est obligé de répondre à notre mot prise d'otage. Parce qu'à part une prise d'otage, je ne vois pas, peut-être on peut dire Guillaume va un peu fort, mais le fondement, c'est une prise d'otage. Nos soldats sont pris en otage. Le président, par politesse ou bien par son statut, peut dire dans son discours détenu injustement, mais n'empêche, une prise d'otage. Aujourd'hui, on lui demande de payer une rançon humaine, ce qui est contraire à notre statut de terre d'hospitalité. Ça, il faut le dire clairement. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Assalé Tiomoko. Écoutez, moi je voudrais utiliser une citation de Charles Péguy qui a dit que le règne des populistes est éphémère, mais les ruines de leurs actions sont éternelles. C'est-à-dire que, peut-être sans le savoir, le régime malien, dont l'essence est d'ailleurs de jeter le pouvoir dans quelques mois, parce qu'à terme, il y a un gouvernement légal et légitime qui va s'installer, et tu n'es pas sûr d'aller dans le même sens que les militaires. Donc, tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est des choses qui sont éphémères, mais qui vont avoir des conséquences durables dans nos relations entre les deux pays. Regardez leur progression. Et c'est ce qui montre un peu l'irresponsabilité de leur démarche. Quand ils prennent nos soldats, il faut un communiqué martial où ils disent que ces soldats sont venus pour mettre fin à la révolution au Mali. Ils sont venus renverser le régime. C'est le premier communiqué qu'ils ont fait. Au-delà duquel le gouvernement du Côte d'Ivoire dit libérer nos soldats sans délai parce qu'ils sont dans le cadre d'une mission internationale onusienne. Après, ils disent il faut qu'on aille négocier avec les Togolais. Là-bas, ils demandent qu'on prenne des excuses et ainsi de suite. Et regardez bien le populisme dans leur démarche. Quand il y a un coup de fil entre le président malien et le président russe, ce sont 12 heures après ce coup de fil-là qu'ils inculpent nos soldats. Comme pour laisser suggérer que eux, ils sont dans une démarche souverainiste et que la Côte d'Ivoire est avec la France et ils sont avec la Russie et par conséquent, ils sont des garçons entre guillemets et ils agissent dans leur sens. Donc, ils judiciarisent le dossier. Pour nous, quand on dit qu'on inculpe les gens dans un procès, dans une démarche de procès, c'est pour aller au procès, produire les preuves et démontrer l'action qui a failli être posée et pour laquelle on a mis les gens en prison. Okay. Ils ne font plus ça. Ils abandonnent tout ça et ils libèrent 3 soldats. Dans la même procédure,
pour lesquels les 46 sont encore maintenus, ça démontre que d'abord la justice malienne ne fonctionne pas et que c'est les militaires qui donnent injonction, donc libérer à dose homéopathique parce qu'on a des choses qu'on demande aux Ivoiriens, il faut qu'ils nous donnent. Et maintenant, le président lui-même sort, alors qu'on les soupçonnait de prendre nos soldats en otage, lui-même sort personnellement pour dire il n'est pas possible qu'on libère les soldats ivoiriens sans qu'il y ait une contrepartie et qu'ils libèrent nous. En quoi cela est la justice? Voilà, donc il y a de l'irresponsabilité et il faut le dire clairement aux gens qu'ils libèrent les soldats ivoiriens. Si maintenant ils ont leurs soldats ici qui ont commis des infractions et qui veulent les récupérer, qu'ils suivent la procédure auprès de la justice ivoirienne et puis on va se prononcer. Mais dire tant que vous ne libérez pas, vous ne nous donnez pas Karim Keïta, c'est ça non? Comment il s'appelle? Karim Keïta, oui. On ne vous donne pas vos soldats. C'est au niveau étatique, ce n'est pas normal. C'est une prise d'otage et ils se comportent au même titre que les terroristes qui combattent. Parce qu'ils prennent des otages et demandent des rançons. On a bien noté. Je vais donner la parole. On va bien sûr refermer ce premier thème, mais je donne la parole à Sinclair-Oula et ensuite à Savani. Vous savez, on est à ce stade, là aujourd'hui en train de discuter parce qu'il y a un antécédent entre la junte malienne et nos autorités. Lequel? Nos autorités ont activement milité pour des sanctions contre le Mali. La CEDEAO qui a pris des sanctions. Oui, mais la Côte d'Ivoire... Non, attendez. La Côte d'Ivoire était au devant. Le président Alassane Ouattara était aux côtés de la CEDEAO. Non, mais c'est des choses qui sont sûres que nous avons vues ici. Mais regardez un peu les relations entre la Côte d'Ivoire, notamment nos autorités, et les autorités burkinabées. Les relations sont au beau fixe. Mais n'empêche que c'est la CEDEAO qui a pris des sanctions à l'encontre du Mali. C'est mon devoir quand même de recadrer ce que vous dites. La Côte d'Ivoire n'a pas pris de sanctions à l'endroit du Mali, c'est la CEDEAO. Mais attendez, la CEDEAO c'est qui? Ah ouais, c'est qui? La CEDEAO c'est qui? La CEDEAO c'est des chefs d'État qui sont dans la CEDEAO. C'est des chefs d'État qui ont manœuvré. Et c'est le président, notre président, que les gens ont vu. Que la junte malienne a vu. Donc, je vais poursuivre dans mon argumentaire. Est-ce que justement ces accusations étaient fondées? Est-ce que ces accusations étaient fondées? Avec le Burkina Faso, les choses sont au beau fixe. La preuve, l'implication de nos autorités pour le retour de Blaise Compaoré au Burkina, où il y a eu... le dialogue entre les anciens chefs d'État, ça s'est passé normalement. Le chef de la junte burkinabé est venu en Côte d'Ivoire. Donc, il ne faut pas ignorer l'antécédent qu'il y a eu, parce que c'est ce que les Maliens, eux, ils voient. Les Maliens, c'est vrai, vous parlez de la CEDEAO, mais les Maliens, eux, ils voient, nous, notre président, derrière tout ce qu'il y a eu. Donc, vous voyez, c'est des choses qu'il ne faut pas perdre de vue. Merci. D'accord. Atubanga, rapidement, Guillaume Bateau, et on va refaire la Côte d'Ivoire n'a jamais pris de sanctions contre le Mali. C'est la CEDEAO qui a pris des sanctions contre le Mali. Faut pas, parce que la Côte d'Ivoire, dans sa politique étrangère, dans tout ce qui est Afrique de l'Ouest, elle s'aligne sur la position de la CEDEAO. Maintenant, si les gens ont fait du populisme pour dire partout que c'est la France et que pour eux, le monde de la France, c'est la Côte d'Ivoire qu'il faut toujours alimenter ce populisme, ils ciblent nous. Mais Alassane Ouattara ne peut pas venir dire à ne serait-ce que... comment il s'appelle le Nigérian là, Boari. À Boari, il fait ça, quand même, soyons sérieux. Alassane Ouattara ne peut pas, même s'il le veut. Voilà, donc c'est une décision de la CEDEAO qui a été prise pour la CEDEAO. Deuxième chose qui est très importante, on parle du Burkina. D'abord, vous avez parlé de la médiation, le fait partie Blaise au Burkina, mais ça, c'est la Côte d'Ivoire qui peut le faire. Deuxième chose, la jeune burkinabé est dans un processus différent. Pendant 18 mois, qui a empêché le Mali de faire quelque chose? Voilà, la jeune malienne s'est installée pendant 18 mois, elle a fonctionné sans problème. C'est quand passé ces 18 mois qu'elle a promis à la CEDEAO, elle est rentrée dans vouloir faire 5 ans. Après, les choses sont gâtées. D'ailleurs, à cause de cette jeune malienne, on ne peut même pas sanctionner les Burkinabés. Parce que quand vous commencez, ils vous disent non, que ce soit au Burkina, que ce soit en Guinée, ils vous disent, mais c'est ce que Mamadou Doumbia a dit aux gens de la CEDEAO, mais pourquoi moi vous allez me demander un truc que vous n'avez pas pu demander aux Maliens? C'est à cause des Maliens qu'on est obligé de traiter avec toutes les juntes. D'accord, parce qu'on leur a laissé un temps qu'on n'a jamais laissé aucune junte. Non, c'est la junte malienne qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut rien dire au Burkina, on ne peut rien dire à la Guinée, parce que dès que vous parlez, vous dites, mais c'est moi que tu peux frapper, et les autres qui vont faire avant. D'accord, moi je veux dire à Guillaume Bateau, on a juste une minute. Oui, en 30 secondes. L'antécédent qui a été créé, c'est le coup d'État au Mali. Il faut dire les choses. Vous ne pouvez pas chercher les... Moi, j'ai toujours ce problème avec les Ivoiriens, qui aiment s'attaquer aux conséquences au lieu des causes. Le problème est venu quand M. Goïta a fait un coup d'État.
Non, même pas qu'elle a fait 5 ans. 2 coups d'État. Donc quand vous venez faire un coup d'État, alors que vous n'avez pas le droit, c'est vous qui créez le problème. Donc ce n'est pas le président Ouattara qui crée le problème, c'est M. Goïta qui n'a pas le droit de faire un coup d'État au Mali. Un point, un trait. Gangbato, on a bien compris, on va faire juste une courte pause et après aborder le deuxième thème de ce soir. Black African Riders organise le IBF, Ivorian Bikers Festival. Du 11 au 16 octobre 2022, à la place Jean-Paul II de Yamoussoukro, dans une ambiance de foire. Venez participer au plus grand rassemblement de motards en Afrique, avec plus de 3000 motards venus de toute l'Afrique de l'Ouest. Au programme, le marché de la moto, concert géant avec les artistes du moment, le ride de la sécurité, visite de sites touristiques, parades et campagnes de sensibilisation, divers concours avec le Grand Prix IBF. Partenaire média officiel, NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Motard un jour, motard pour la vie. Sous l'égide du ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, sous la présidence de Françoise Remarque, ministre de la Culture et de la Francophonie, sous le parrainage de M. Touré Zoumana, directeur du patrimoine et du domaine du port autonome d'Abidjan, Corotte Production, en partenariat avec le Centre national des arts et de la culture et l'Association des humoristes, organise la 5e édition du festival Rire Ensemble du 17 au 19 septembre au Sénac et au Yélam Stretchy. Les journées sportives de salubrité et artistique. Venez célébrer la paix le 19 septembre. Passé à dépasser. Entrée libre. Infoline 07 47 77 78 00. Partenaire NCI. Le port d'Abidjan est le poumon de l'économie ivoirienne. Depuis 2012, il est en travaux pour agrandir le canal de Vridi, moderniser le terminal à pêche, construire un terminal roulier, un second terminal à conteneurs, un terminal céréalier et réaliser 40 hectares supplémentaires de terrains industriels. Conforme aux standards internationaux, il est certifié aux normes qualité ISO 9001, environnemental ISO 14001 et de sûreté ISPS. Le port d'Abidjan est le leader de l'Afrique de l'Ouest. Port autonome d'Abidjan, une référence internationale. L'université tertiaire et technologique locaux applique le système LMD, licence, master, doctorat, dans les spécialités suivantes: géologie, mines, pétrole, environnement, industrie agroalimentaire, sciences économiques et gestion, information, communication et ressources humaines, informatique, télécommunications, électronique, réseau, génie civil, génie électrique. Ces spécialités traduisent la volonté de l'UTT locaux de proposer des formations qualifiantes diversifiées, construites par des équipes académiques compétentes qui intègrent les approches transdisciplinaires et pluridisciplinaires professionnalisantes. L'expérience et l'excellence font la différence. On rit pas un peu sur NCI? Tente de gagner cette semaine 50 000 francs CFA en votant plusieurs fois pour ton talent préféré. Envoie HM1 pour Cynthia la présidente. Je lève la tête aujourd'hui, Cynthia elle est en train de tourner. C'est un véhicule qui a cogné une femme. Regarde. Oh, arrêtez. Arrêtez. Dès qu'elle est quittée là-bas, elle est tombée, pac, elle a vomi morceau d'époque. HM2 pour le mari d'Apouchou. La dernière fois qu'elle a dit, j'ai une côte cassée. Cette fois-ci, elle a dit, j'ai commencé à couler des larmes. Mon invité m'a demandé, mais Joe, je ne vais pas lui expliquer. Il a dit, Joe, quand il vous voit là, c'est l'émotion. HM3 pour Monsieur Zoku. Ah, tu dragues une go baoulée. Ah, fait malin pour dire, moi, j'ai mon mari dans le plateau aimant. Tout le monde sait que femme baoulée là, c'est servante. Il n'y a pas de moment. Femme Djoula, si vous sortez parler dans un restaurant, comme ça bouche. Mais elle est capable de crier, hé, Ambura. HM4 pour Mister Nias. Dès qu'un bébé arabe naît automatiquement, il est musulman. Parce que le premier mot qui sort des gens, tu entends Allahu Akbar. Bébé arabe, quand tu pleures, ça donne ça. Par SMS au 98 112. N'oublie pas, ton vote compte pour 60%. Alors vote plusieurs fois pour maximiser tes chances de gagner jusqu'à 1 million de francs CFA. Retour sur le plateau de NCI 360 et nous abordons notre deuxième thème de ce soir. Le Premier ministre Patrick Achi a reçu mercredi le rapport des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Je vous propose ce reportage de la rédaction de NCI et on en parle
juste après. Auditorium de la primature ce mercredi. Le chef du gouvernement ivoirien, Patrick Hachi, a reçu officiellement les actes des États généraux de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation de professeur Mariatou Koné, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, principale coordinatrice de ces réflexions pour redonner à l'école ivoirienne un nouveau souffle. Des résultats qui étaient attendus par le gouvernement ivoirien. Ce moment fondamental, toute la nation l'attendait. Tant les ambitions de modernisation et d'accélération de notre système éducatif sont grandes et partagées. Du sommet de notre État, avec l'attention constante du président de la République au plus profond de nos campagnes. J'ai tout d'abord retenu la nécessaire redéfinition des finalités de notre école publique, tout à la fois enracinée dans le terreau social et culturel de la Côte d'Ivoire, pour mieux prendre en charge ces défis de rassemblement tant que de société, mais aussi toujours plus ouverte et connectée au monde d'aujourd'hui, aux technologies de notre siècle, pour en épouser les enjeux comme les évolutions permanentes. Une école, enfin, toujours plus résiliente face aux soubresauts multiples et soudains de notre époque. Pour la mise en pratique des résultats de ces travaux, la ministre en charge de l'Éducation fait des précisions. Au regard des forces et des faiblesses du système éducatif ivoirien identifiées, se profilent les défis, c'est ce qui est important, de la nouvelle école ivoirienne axée sur la qualité, l'inclusion, la transparence et l'équité. L'esquisse du plan opérationnel des recommandations et propositions montre que pour l'ensemble des projets, c'est un montant global de 865 milliards 753 millions 881 546 francs CFA qui seront nécessaires les 3 prochaines années pour mettre en œuvre les activités planifiées pour opérer la transformation conforme à la vision des populations. Cette activité s'est tenue en présence de la directrice générale adjointe de l'UNESCO en charge de l'éducation qui a salué cette initiative de la Côte d'Ivoire. Les principaux acteurs de ces États généraux ont été honorés à cette occasion, une reconnaissance de la nation pour leur engagement. Place maintenant à la mise en application des résolutions. Éducation, que faut-il retenir des États généraux? C'est notre deuxième thème de ce soir, un thème pour lequel nous recevons M. Kwame Paulin Junior qui nous a rejoint. Bonsoir monsieur. Bonsoir Evelyne. Vous êtes coordonnateur du secrétariat exécutif du RIP-EPT, le RIP-EPT qui est le réseau ivoirien pour la promotion de l'éducation pour tous. Vous avez travaillé justement sur ces États généraux. Quels ont été les principaux points? Que faut-il retenir de ces travaux? Merci bien, Evelyne. En fait, je ne pourrais pas donc détailler le contenu parce que, bon, il revient au président de la République de pouvoir donc prendre connaissance donc, de ce qui a été donc, on dit écrit et puis ça reste donc à la nation. Moi, je pourrais peut-être parler du processus, globalement, comment les choses sont passées. Il faut dire que la première chose qui est vraiment importante à signaler, c'est le caractère inclusif de ce processus-là. Tous les acteurs importants et majeurs ont été donc vraiment impliqués dans toutes les étapes des EGENA. Ensuite, il y a eu la liberté d'expression. En tout cas, dans tout ce qu'il y a eu, chacun a pu, en fonction donc, de son ressenti, en fonction donc, de sa vision, de ses préoccupations, a pu donc s'exprimer. Et troisième chose, en tout cas pour ce qu'on a pu avoir comme rapport d'étape, tout a été écrit. En tout cas, rien n'a été mis de côté, aucune solution n'a été mise de côté, sauf à penser que ce n'est pas vraiment pertinent. En tout cas, ce qui est consistant, et qui pourrait donc permettre à l'éducation de pouvoir donc gagner donc en qualité, a été donc retenu. Et ça, je pense que c'est à saluer. Et quand vous parlez du caractère inclusif, par exemple, vous citez tous les acteurs, mais quels sont ces acteurs-là de façon précise? D'abord, il faut d'abord savoir qu'il y a eu plusieurs équipes. Par exemple, il y a eu le comité donc, de pilotage, il y a eu le comité scientifique, et puis il y a eu dans les régions des consultations qui ont eu lieu. Des consultations qui ont permis donc, aux populations donc, de s'exprimer. Dans les régions, donc, ce sont les préfets qui ont pu donc, coordonner ces actions d'échange et autres. Et puis, il y a eu au niveau donc, des experts, des groupes thématiques qui ont pu travailler sur des propositions donc, faites par les populations, etc. Et donc, c'est vraiment tout ce qui la compte de potentialité, de potentiels acteurs qui ont pu donc, apporter donc, leurs inputs, leur point de vue
pour qu'on en arrive donc au document qui a été donc remis au Premier ministre. OK. Un tour de table sur ce plateau, votre regard sur ces états généraux, qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous avez entendu? Assalé Tchemoko, je commence par vous. Pas grand-chose. Avant de venir à cette émission, j'ai échangé avec un responsable de l'éducation qui a dit que pour le moment, les conclusions ne peuvent pas être mises à la disposition du public parce que le chef de l'État n'en a pas encore pris connaissance. Et donc c'est après cela que la population pourra voir ça. Mais bon, quand monsieur parle d'inclusivité, moi je suis un peu surpris parce que moi je représente le WIC aussi auprès de toutes les trucs qui ont été mis en place par rapport à ces états généraux. Et jamais on n'a été associé. Jamais personne n'est venu voir les maires pour dire quel est votre avis, qu'est-ce que vous avez à dire dedans. Donc je suis très surpris. Bon, dans tous les cas, ça a été fait. On parle de 800 milliards à mobiliser sur 3 ans. On attend de voir le document pour nous prononcer directement. Non, pour le moment, on ne peut que spéculer sur ce qui a été fait et on ne connaît pas vraiment les conclusions de cet état généraux. Achubonga. Bon, moi, d'abord sur l'inclusivité, oui et non. Oui, parce que je me suis retrouvé en train de faire une enquête sur l'extrémisme violent dans le Nord et je suis tombé pile poil dans le Tchologo. Et le sous-préfet m'a dit, demain on part pour les états généraux. Je lui ai dit, ça se passe quand à Abidjan? Parce que j'espérais participer aux états généraux, mais je n'ai jamais vu comment ça s'est passé. Donc peut-être qu'il y a un processus, il faut bien le reconnaître, qui est redescendu par le biais de l'administration territoriale, puisque je les ai croisés au hasard comme ça au mois de novembre de l'année passée. Mais moi j'avais envie, je ne savais pas comment faire. Après, par des réseaux personnels, j'ai pu avoir accès à quelques éléments, à quelques rapports de ces états généraux. Dites-nous. Oui, il y a un travail intéressant qui a été fait, même s'il y a des aspects qui n'ont pas été touchés. Il y a des constats qui sont très clairs, et moi personnellement qui m'ont touché. Par exemple, on reconnaît le faible niveau de prise en charge des enfants hors système scolaire. On reconnaît la difficulté d'accompagner les enfants qui sont en difficulté. On reconnaît qu'il faut travailler sur la formation continue, etc. On reconnaît plein de choses que nous disions ici, déjà. Mais ce que je ne comprends pas, même si les états généraux doivent être appliqués, quand même, il y a un minimum qui est su surtout par le ministère de l'Éducation nationale, qui va se ressentir déjà par les premières décisions. Je prends un exemple. On nous dit clairement le faible niveau de prise en charge des enfants hors système scolaire. Et on maintient le renvoi des enfants à 8,50, sans savoir où ces enfants vont partir après l'école. Donc, Madame la ministre écrit au président pour dire que non, une fois que les enfants sortent du système scolaire, on ne sait pas quoi en faire et elle continue d'en mettre dehors. Ça, moi, je ne comprends pas. On nous dit que la perception de l'école au sein de la population est réduite à l'accès à l'emploi. Que l'école doit plutôt chercher à former un citoyen ouvert sur le monde. Le Premier ministre nous le dit. Mais en même temps, on nous dit pour des questions d'emploi, on augmente les coefficients en maths, on augmente les coefficients en physique. Ça, c'est contradictoire. Voilà. Troisième chose contradictoire avec ce que j'ai vu, il y a des aspects qui n'ont pas été touchés du tout. Les aspects sur les programmes, sauf que les langues maternelles doivent entrer dans les programmes. Les aspects sur la question de l'orientation de nos enfants. La question des passages et redoublements, je n'ai rien vu là-dessus. Sur ce que j'ai pu avoir dans mes réseaux personnels. Okay. Donc pour moi, les états généraux, c'est très important, c'est très intéressant, les constats qui ont été faits. Mais pour l'instant, les décisions qui sont prises ne vont pas dans cet esprit. Notamment les décisions sur les questions d'orientation, de passage, de prise en charge des difficultés. Je termine dessus parce que, regardez, l'opposition forte. On nous dit les enfants qui sont en difficulté ne sont pas bien pris en charge. On est bien d'accord. Mais on nous dit, pour un enfant qui ne sait pas lire en CM2, qui arrive en 6e, plutôt que déjà de commencer à réfléchir au mécanisme, on augmente les coefficients en lettres. Comme si quelqu'un qui ne savait pas lire peut savoir lire parce que les coefficients sont augmentés. Au contraire, on fait tout pour le mettre hors du système scolaire où c'est écrit, il n'est pas pris en charge. D'accord, donc on espère que ces décisions, ces constats vont aller dans des décisions parce que les premières décisions qu'on voit ne vont pas dans ce sens-là. Ok, vous avez toujours la possibilité de participer à ce débat en appelant le numéro qui s'affiche maintenant à l'écran. Anno Goyi, l'éducation est un sujet qui vous intéresse particulièrement. Tout à fait, parce que c'est véritablement le socle de la construction de la nation. Et l'on se réjouit parce que ça fait quand même un moment depuis 1994 et les précédents États généraux qui ont connu notre pays qu'il n'y avait pas eu de réflexion aussi poussée, profonde, inclusive selon ce qu'on a cru comprendre, même si l'inclusivité est peut-être discutée sur l'école ivoirienne. Donc, on est parfaitement heureux que cette réflexion ait eu lieu. On est également heureux du fait qu'il y a une
véritable volonté, en tout cas affichée, des autorités ivoiriennes et notamment de Madame la ministre de l'Éducation, de moderniser, de changer des choses dans l'éducation. En revanche, moi je ne parlerai peut-être pas du contenu parce qu'on ne le connaît pas vraiment, mais des attentes vis-à-vis de l'éducation nationale. Premièrement, déjà au niveau d'éléments complètement basiques, tels que les commodités. Quand vous prenez les statistiques du ministère de l'Éducation nationale, vous vous rendrez compte que dans les écoles primaires, par exemple, 79% des écoles, 59% des écoles n'ont pas de point d'eau, 62% des écoles n'ont pas de cantine, au secondaire, 72% des écoles n'ont pas de salle multimédia, et là je ne parle même pas de bibliothèque, de salle de sport, etc., tout ça qui manque complètement à l'école. Donc la compétitivité de l'école passe déjà par ces éléments complètement basiques qui sont les commodités à l'école. Deuxièmement, il y a des questions telles que Arthur l'a évoqué, les questions telles que les coefficients. On avait annulé les coefficients, on a fait revenir les coefficients. Je ne comprends pas personnellement quel est le rôle des coefficients dans un enseignement général. Dans un enseignement général où des gens ont des compétences diverses, où des élèves peuvent être brillants en maths, mais d'autres peuvent être brillants en musique, mais on contraint ceux qui ont des talents différents à être brillants soit en maths, en français, etc., alors qu'on est censé être dans un circuit qui est complètement général. Cela ne répond absolument à rien. Et deuxièmement, pour finir, il y a la question d'exclusion. Mais l'exclusion est couplée peut-être à d'autres éléments, notamment l'enseignement professionnel, l'enseignement technique. Parce que si vous excluez, ou bien si vous estimez qu'un élève dans l'enseignement général ne performe pas et qu'il a des talents différents, il est clair que vous devez le reconduire dans un autre système. L'école est obligatoire en Côte d'Ivoire, elle ne peut pas être obligatoire et on va mettre des élèves dehors. Malheureusement, lorsque vous regardez les chiffres, notamment au niveau de l'enseignement technique et professionnel, les chiffres sont très minces. On a plus de 2 millions d'élèves dans l'enseignement général secondaire, mais vous avez à peine un peu plus de 60 000 élèves dans l'enseignement technique. On se dirait peut-être que c'est parce que le privé n'y investit pas, mais on se rend compte que seulement 4% des écoles techniques sont des écoles publiques. Ça veut dire que l'État, visiblement, a complètement délaissé l'enseignement général et technique, et finalement, on a un enseignement général où certains ne s'y retrouvent pas. Et complètement pour finir, si vous... En 5 secondes. En 5 secondes. Ouais. Complètement pour finir, si vous permettez, il faut vraiment qu'on puisse, à l'issue de tout ce processus-là, définir qu'est-ce qu'on appelle une école. Parce qu'on est fatigué de voir des écoles où on a des papos, de la terre battue. On dit qu'on a créé 35 000, 45 000, etc. Salles de classe. Arthur Bonga a eu accès à certains documents. Il dit que c'est fait dans le document. Nous avons en ligne un téléspectateur, M. Brou Ben. Bonsoir, monsieur. Monsieur Brouben, diminuez votre retour. Diminuez votre retour. Éteignez votre poste téléviseur. Diminuez le retour du poste téléviseur. Voilà, on vous écoute maintenant. Oui, bonsoir, madame. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez réduire le retour du poste téléviseur ou l'éteindre carrément pour qu'on puisse bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur Brou. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Voilà, éteignez carrément la télévision. Allez-y, on vous écoute. Oui. Allô, madame? Allô? Oui, on vous écoute. Voilà, je dis, je suis quand même étonné que lorsqu'on parle du caractère. Oui, j'ai diminué. Allez-y, on vous écoute. Oui, je vous entends parfaitement. Alors, je suis étonné que le représentant de ceux qui ont participé aux États généraux parle du caractère inclusif, alors que le maire, M. Assalé Tcheboko, c'est lui-même qui a dénoncé le COGES. Le COGES qui a joué un rôle qui a commencé à gangréner l'école. Alors si les maires même n'ont pas été seulement consultés, je suis inquiet parce qu'ils doivent savoir que dans le système éducatif, les mairies ont des compétences transférées. Voilà vous, les mairies ont des compétences transférées sur les questions de collège et d'école primaire. Mais je voudrais dire, ce qui m'inquiète ici, c'est la même manière de procéder où à chaque fois, on essaie de réfléchir, on met un papier et on va remettre au Premier ministre et après on dit on donne au président avant qu'on ait les résultats. Mais nous, ça nous pose problème. L'école, c'est pour tout le monde. Aujourd'hui, je vois que la ministre parle des chiffres. Mais le problème n'est pas que des chiffres. Aujourd'hui, pour moi,
Je crois qu'il faut que les résultats soient même donnés à tout le monde pour que, et parents, et maires, et présidents du conseil régional, et professeurs, et autres puissent savoir les responsabilités. Mais le cours démarre demain. C'est en janvier, ils vont donner les résultats. Et à qui? Je crois qu'il ne faudrait pas qu'on aille dans le même système de CDVR où on n'a jamais eu les conclusions. J'estime que pour nous, ce n'est pas les chiffres, les milliards qui sont très importants. Quels sont les résultats objectifs d'abord? Et à partir de cet instant, on met toutes les parties présentes face à leurs responsabilités. Et moi, c'est cela. C'est les populations qui doivent avoir les résultats d'abord. Nous devons avoir les résultats. C'est vrai que le Premier ministre a eu, mais le lendemain ou les semaines qui suivent, les résultats doivent être divulgués pour la population ivoirienne. Parce que pour moi, je crois que ne faisons pas la même chose où on essaie de faire chier les États généraux. Pour moi, les États généraux, ce n'est qu'une forme de discussion, mais quelles sont les conclusions? Et c'est ça qui est le plus important. Et nous demandons au ministre de l'Éducation, au Premier ministre, de divulguer sans délai les résultats pour que les gens puissent se situer et voir si nous retrouvons dans ce débat où il y a des choses à compléter. Merci, madame. Merci, monsieur Brou, pour votre appel. Savané Ali. Donc, je pense que sur les États généraux, c'est difficile de juger sur pièce parce qu'on n'a pas le document. Donc, on spéculera, comme l'a dit M. Saleh. Mais moi, de façon générale, personnellement, dès qu'il est question d'école en Côte d'Ivoire, il faut saluer bien évidemment l'entrain, le volontarisme de la nouvelle ministre. Mais je suis un citoyen assez inquiet parce que j'ai l'impression que... bon, le format aussi dans lequel on est démocratiquement 5 ans pour faire des réformes, c'est petit, 2 ans. Mais je pense qu'on sacrifie la question de l'école à des questions de temporalité courte. Je pense qu'il faut, première chose, penser qu'il faut, au bout de quelques mois, faire des états généraux, avoir les résultats, les applications, que ça va produire un résultat pour l'école. J'ai la faiblesse de croire que ce n'est pas la bonne méthode. Bien évidemment, je ne suis pas en train de porter un regard critique sur ce qui a été fait. Il faut saluer ça. Pourquoi est-ce que je dis ça? Je pense qu'il y a l'historien qui est là, ne me contredira pas, il y a un chef d'État, je teste son nom volontairement, qui a posé les 4 questions essentielles qu'il faut poser quand il est question d'école. Qui rentre? Où il rentre? Pourquoi il rentre? Et qui en sort comme citoyen? D'ailleurs, pour encore aller plus loin, je crois que déjà dans les années 90, je crois, il y a l'UNESCO qui demandait à Edgar Morin, que je tiens pour le plus grand savant, un rapport sur l'école. Et le titre du document est assez expressif. On dit « Les 7 savoirs nécessaires à l'éducation du futur ». On se projette déjà. Nous, je crois qu'on sacrifie les questions d'école à des impératifs de quantité et de performance. On peut avoir 100% de taux de réussite au bac, mais la question de l'école ne se règle pas. Et au-delà de ça, il y a tellement de questions qui restent en suspens, on pourra en faire des débats pendant des heures. Monsieur Banga, on parlait des matières enseignées. Aujourd'hui, par exemple, je pense qu'au XXIe siècle, il est inadmissible qu'on fasse des enseignements sans que nos enfants soient éduqués, par exemple, à l'éco-fonctionnement. Je donne un exemple banal. Est-ce que c'est inclus dans le rapport? Personne ne sait. Pourquoi? Parce que la question écologique aujourd'hui est très cruciale, très très cruciale. On discute sur le plateau de NCI, très beau plateau, parce qu'on a envie. Il est question de plus en plus d'exiler du climat. Or, il y a des pistes aujourd'hui pour enseigner dès le bas âge aux enfants les urgences climatiques pour qu'ils puissent être des citoyens demain qui soient conscients de ça. Est-ce qu'on en a parlé? Est-ce qu'on en a parlé? Je ne sais pas. Okay. Le rapport de nos enfants à la technologie. Il faut mettre les pédopsychiatres à contribution. Aujourd'hui, 2 ans, 3 ans, 4 ans, nos enfants sont envahis par les écrans. Ça a un impact aussi sur les résultats. Il y a tellement de questions à poser que, tout en saluant le travail de Madame la ministre, je pense qu'il faut oublier 2 ans, 3 ans, il faut travailler sur le long terme et voir qu'est-ce qu'on espère comme école ivoirienne spécifiquement pour 50 ans, 30 ans, 40 ans. Voilà. Très bien. Guillaume Bateau. Mais sans aller jusqu'au bout de M. Brou, qui dit que la rentrée, c'est demain. Bon. Mais je suis d'accord avec lui sur quelque chose de fondamental, qu'il faut rendre les résultats publics. Parce que quand déjà l'expert nous dit, oui, le Premier ministre va attendre le président de la République avant... Nous sommes dans un système démocratique. Et je pense qu'à partir du moment où les résultats sont finis, il faut les rendre publics pour que le débat continue. Parce que je me dis que c'est un travail... j'allais dire préparatoire, ou du moins un travail de base. Parce que les débats sur l'école, je suis désolé, on ne peut pas avoir la prétention de cerner tous les sujets en 6 mois, 7 mois, 8 mois. Il y a eu un travail de fait, il faut rendre public, il faut les mettre à la disposition de la population pour que le débat continue. Parce que, on a parlé de caractère inclusif.
est-ce que ce qui a été dit à Danané se retrouve effectivement dans le rapport? Si ce qui a été dit à Danané ne se retrouve pas effectivement dans le rapport, c'est comment faire pour corriger, il faut que ce débat soit permanent. Donc moi, c'est là ma première inquiétude. Dit que ce document, on va attendre le remettre au président de la République. Le président de la République, il a beaucoup de choses à lire. Si il ne finit pas de lire maintenant, à quel moment, nous qui n'avons pas été associés, qui avons peut-être un mot à dire pour corriger avec toutes les expertises, tout ce qui a été dit ici, à quel moment nous on réagit sur ce rapport? Je pense qu'il y a eu un travail de base qui a été fait, il faut le saluer, mais en même temps, il faut le rendre public, il faut le vulgariser, et il faut continuer la discussion. À la base, comme dans toutes les instances. Kwame Paulin. Oui, je voulais peut-être réagir face à ce que le député a dit. Je suis très surpris. Parce que moi-même, j'ai participé donc à l'élaboration de certains courriers. L'IVUC aussi a été bel et bien invité. Oui, mais j'ai été désigné pour représenter l'IVUC aussi. Ouais. Mais donc, quand vous dites que vous n'êtes pas impliqué... Non, mais j'ai été désigné pour représenter l'IVUC aussi. Voilà, j'ai jamais reçu un courrier pour dire tel jour, on vient dans votre département, on arrive dans tel endroit pour que vous vous exprimiez en tant que l'IVUC aussi. Sinon, il y a eu des missions qui sont allées... À Tsali, il y a eu une mission, le préfet, etc. Bon, donc, je ne veux pas polémiquer. Concernant donc la décision... Le préfet seulement. On va le laisser terminer. Pas les maires. On va le laisser terminer. Oui. Tout en rappelant qu'il n'est pas le représentant du ministère de l'Éducation. Celui qui appelle l'inclusivité, celui qu'on a sur le plateau, on l'attend en même temps. Merci. Il est le secrétaire exécutif dans... Oui, parce que j'ai vu un peu les personnalités, les personnes et les entités qui ont été invitées. Bon, maintenant, si par des mécanismes qui n'ont pas permis donc à ce que tout le monde soit présent, bon, là, je ne peux pas être le garant de cela. Concernant donc les mesures, la mesure dont vous parlez tout à l'heure, en fait, ce n'est pas dans le document. Hein. Nous sommes les premiers surpris. Dites-nous, puisque vous en savez plus. Laquelle? Les moyennes, non? Les moyennes, là, mais voilà. C'est pas dans le document. Voilà, parce que nous sommes les premiers à être surpris de cette décision-là. Mais c'est ce que tu disais, les décisions prises ne vont pas dans le sens. Elle est contraire à l'esprit des États généraux. Pourquoi c'est dangereux? Quand on dit, d'abord, les orientations, les redoublements, les passages, quand il s'agit des enfants, il s'agit des hommes. On ne peut pas limiter ça par des mesures numériques, comme il a dit tout à l'heure. On ne peut pas dire 8,50, on te renvoie. Ça n'a pas de sens. Ok, il ne nous reste pas assez de temps. On a bien compris, voilà, rapidement. Un enfant qui a commencé au premier trimestre, qui a eu 5 de moyenne. Hein? Au deuxième trimestre, il a eu 7 de moyenne. Au troisième trimestre, il a 9 de moyenne. Donc, annuellement, il n'aura pas les 8,50. Mais si vous le renvoyez, rien que pour sa perception même de la vie, de son effort qui n'a pas été récompensé, vous détruisez un homme. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il faut redonner du pouvoir au conseil de classe. Pour pouvoir regarder, est-ce que cet enfant, dans sa dynamique, on ne peut pas encore le maintenir? Est-ce qu'il n'a pas pu... Il peut encore montrer des acquisitions? Voilà pourquoi je dis tout ce qui est orientation, redoublement, hein, passage en classe supérieure, il faut sortir du nombre. D'accord. Et une anthropologue, c'est ça très bien. D'accord. Docteur Tawa, qui veut se prononcer sur ce thème. Alors, je voulais quand même rappeler que le rapport de travail du défunt Charles Konan n'a pas été publié. Et ça, c'est pas bon. Et je crains que l'État ait dépensé assez d'argent et mobilisé autant d'énergie pour les États généraux de l'éducation qui sont une très belle initiative et que les résultats restent dans le tiroir. Il faut avoir le courage de publier les résultats pour que l'opinion publique puisse faire des analyses, mais aussi faire des contributions dans le sens de l'amélioration de l'école. Parce que l'organisation de ces États généraux de l'éducation témoigne de l'existence des malaises. Alors nous qui sommes enseignants à l'université, on peut le témoigner. On reçoit à l'université des enfants, des étudiants qui peinent à lire et qui peinent à écrire. Et donc, effectivement, il fallait organiser ces États généraux parce que, bien sûr, gouverner, c'est aussi être capable de faire une introspection de l'institution. Et donc, cette initiative, elle a loué. Par contre, qu'à la fin, je veux dire, à la fin du processus, on attend d'abord de remettre les résolutions au Premier ministre, après au Président de la République, et puis finalement, on ne sait pas quand est-ce que le grand public aura accès
à ces résolutions, alors que là, nous sommes en septembre et la nouvelle rentrée, c'est pour bientôt. Ok. Mais pourtant, j'entends un peu citer dans la presse et j'ai entendu quelques invités sur le plateau, ce qui concerne le renvoi systématique de l'enfant qui n'a pas eu une certaine moyenne. Et je partage effectivement le point de vue d'Arthur Banga. Je pense que la politique de renvoi systématique est dangereuse. Il faut peut-être un dialogue entre nos deux ordres d'enseignement, entre l'éducation nationale et puis la formation professionnelle. De sorte que si l'enfant n'a pas l'aptitude de continuer l'enseignement général, il faut qu'il soit récupéré par la formation professionnelle. D'autant plus que notre constitution dit que l'éducation est obligatoire et ainsi de suite. Et l'enfant qui a un certain niveau d'études, si on l'abandonne juste parce qu'il n'a pas eu une œuvre de moyenne ou je ne sais pas combien, on va peut-être créer d'autres problèmes qu'on ne veut résoudre. Mais pour finir, j'encourage vraiment le professeur Mariatou qui a engagé tous ses moyens et toutes ses énergies. Il faut que les résultats soient publiés. C'est important. Il faut qu'on ait la culture de résultats pour que le débat continue sur ces questions si essentielles. On note bien que vous souhaitez tous la publication de ces résultats. Il nous reste moins de 5 minutes pour clôturer ce thème. Assalé Tchomoko, Anogoyi, ensuite Savané. Bon, non, je pense qu'il n'y a pas vraiment à spéculer. Ce que moi, je voulais dire, c'est que je voulais m'inquiéter que les choses soient passées ainsi. Parce que comme monsieur semble être étonné que je dise que les maires n'ont pas été vraiment impliqués dans la chose, c'est moi qui ai été désigné auprès de l'UBCOSI, au niveau de l'UBCOSI, pour représenter l'UBCOSI dans ses états généraux. Après le lancement à l'Hôtel Ivoire, plus jamais j'ai été associé à quoi que ce soit. En revanche, je représente l'UBCOSI au niveau de la task force, le COGES. Et là, on fait des séminaires, on vient d'un séminaire sur Jacquesville par rapport au manuel des procédures. Donc, à ce niveau-là, j'ai été clairement associé, mais pour les états généraux, les maires qui jouent un rôle essentiel dans l'éducation nationale, je n'ai pas vu leur implication réelle. C'est pour ça qu'on dit nous attendons les résultats pour nous prononcer, parce que l'État a transféré des compétences aux élus que nous sommes, a transféré les problèmes sur l'école aux élus et a gardé à bien les solutions. Donc il faut que nous, on voit clairement, pour ce qui concerne les collectivités, dans la réforme qui est en cours là, quel est le rôle que les collectivités doivent jouer pour que l'école ivoirienne, au niveau local, soit performante. Vous voulez voir clair dans la marmite. Donc, Bato, vous n'avez pas la parole. Très bien. Monsieur Anthony Kwaku nous appelle d'Agboville. Bonsoir, monsieur. Quel est votre avis sur le sujet? Monsieur Anthony Kwaku, vous me recevez? Oui, allô? Oui, bonsoir, madame. On vous écoute. D'accord. Je voulais intervenir sur le débat qui est en cours actuellement sur votre plateau. Allez-y. Nous avons discuté avec l'État, nous avons signé la trêve. Il était question que le Premier ministre donne un arrêté pour qu'on puisse poursuivre les discussions. Quand vous dites nous, vous parlez de qui? Vous parlez de qui? Malheureusement, nous n'avons pas eu de résultats par rapport aux discussions sectorielles et on nous dit qu'on a mis le document au Premier ministre qui va arriver sur le président. Monsieur Anthony Kwaku, vous êtes enseignant? Sur les emplois du temps, concrètement, du primaire, après les différentes concertations, nous avons constaté que le mercredi, qui est revenu à l'emploi du temps, cause un problème. Parce que l'enseignant et les élèves n'ont aucun jour pour pouvoir, 1, laver leurs habits, leurs kaki, 2, pour pouvoir faire des corrections, 3, pour mettre en place le mécanisme qui va leur permettre de se relâcher un temps soit peu. Je ne parle pas de relaxation, il faut dire qu'on n'a pas de jour propre à nous pour que nous puissions faire des courses concernant nous-mêmes, nos préoccupations. Comparaison n'est pas raison. Au secondaire, où les enfants sont un peu plus grands, au moins chaque prof a un jour où il ne donne pas cours. Au primaire, où les enfants sont petits, on a lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. 5 jours sur 5. Les parents ne sont pas assez nantis pour acheter 2 tenues scolaires à leurs enfants. Et nous sommes allés sur le terrain
pour pouvoir faire toutes ces remarques-là, continuer un document que nous avons déposé auprès de notre ministère. D'accord. Et puis la ministre Kanya Kamara. OK. Et le problème persiste. Merci. Allô? Oui, monsieur Kouakou, dites-nous, vous êtes enseignant? Oui, je suis enseignant. OK, on avait bien compris. Merci en tout cas pour votre appel, Anogoyi. Pardon? Merci pour votre appel. Anogoyi. Oui, tout à fait. Le docteur tout à l'heure parlait de coopération entre l'enseignement professionnel et l'enseignement général, notamment en ce qui concerne les exclusions. Mais l'un des points qu'on souligne très peu, c'est l'émiettement en fait des différentes compétences et des différents ministères qui sont en charge de l'éducation, formation en Côte d'Ivoire. Vous avez un ministère de l'éducation nationale qui n'a absolument rien à voir avec le ministère de l'enseignement technique et professionnel, qui lui n'a absolument rien à voir avec le ministère de la jeunesse, puisque dans le ministère de la jeunesse, il y a des formations professionnelles également qui sont données, qui n'a rien à voir avec le préscolaire, puisque le ministère chargé de l'enfance intervient dans le préscolaire. Donc finalement, vous avez divers départements ministériels qui interviennent sur un même sujet. Il y a un émiettement des compétences, un émiettement des moyens, et il n'y a pas une politique définie ou un ministre qui peut prendre le lead et définir l'essentiel de la politique ou toute la politique de l'éducation nationale. Aujourd'hui, on parle de 800 millions d'investissements ou de reconduction même de certains élèves du système général vers les systèmes professionnels. 800 milliards. 800 milliards. La 800 mobilisation de 800 milliards. Et de reconduction probable de certains élèves du général vers le professionnel. Mais ce sont deux ministères complètement différents. Le ministère de l'Éducation nationale a fait des états généraux, mais il y a également le ministère de l'Enseignement supérieur, il y a également le ministère de l'Enseignement technique. Donc, il faudrait peut-être que dans la définition de la politique de l'éducation, qu'on ait un ministre qui soit capable de pouvoir la définir et assumer lorsque l'école va à volo. Savané Alessi. Oui, moi, Vraiment, 10 secondes. Je ne pourrais pas. Bon, allez-y. Je vais ajouter qu'on a des nécessités dans notre façon d'apprendre qu'on transmet dans la société. C'est le compartimentage. On compartimente tout. Il y a les maths ici, la physique, la sociologie. M. Banga a évoqué le cas des anthropologues. Je me demande bien si on a mis les sociologues à profit parce que il y a un moment en Côte d'Ivoire, juste d'ailleurs, on était pris comme de trans collectifs face à ce qu'on appelait les enfants en conflit avec la loi. On oublie que, je pense, je vais aventurer un chiffre, on peut dire à 90%, tout enfant en conflit avec la loi, c'est un enfant qui est en désamour avec l'école. On n'en tient pas assez compte aussi. Cette capacité-là qu'on a à fabriquer des déchets scolaires qu'on abandonne en cours de route sans se demander ce qu'ils deviendront, c'est un des défis de notre école. Et est-ce que ça, on a vraiment pensé cette question-là? Et l'école, je pense que de façon générale, ça commence depuis la rue de l'enfant jusqu'à l'université quasiment. Il y a beaucoup de questions qu'il faut se poser, mais moi, ça, c'est crucial pour moi parce qu'il y a beaucoup de parents qui en souffrent. Cette façon-là qu'on a de jeter des non-adaptés, des inadaptés, ça fait une école de classe, une école pyramidale. Je pense qu'à la longue, c'est déplorable, c'est inefficient et c'est pas imputable à un régime, mais bon, voilà, il faut se méfier de ça, il faut se défier de ça très, très, très rapidement. Bien noté. Je sais que vous avez beaucoup de choses à dire encore sur ce sujet, mais le temps est contre nous ce soir. On doit aborder le troisième sujet de ce soir. Mabry Touakeus, le président de l'UDPCI, est de retour au RHDP. Il avait claqué la porte dans la foulée lors de la désignation du candidat du RHDP au scrutin d'octobre 2020. Il a retrouvé son poste de deuxième vice-président du parti. Ce retour a été officialisé jeudi soir à la résidence privée du président Alassane Ouattara. Je vous propose d'écouter respectivement le président de la République et ensuite le docteur Mabry Touakeus, et on en parle juste après. J'ai interrogé Mabry, et je peux le dire, je te considère comme mon fils, comme Ahmed. Je l'ai interrogé quand je l'ai reçu la première fois. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Bon, il m'a dit ce qui lui est arrivé, ça c'est entre lui et moi. Et ensuite, quand une fois je lui ai dit, va réfléchir, il est allé réfléchir, il m'a dit, ah voilà, j'ai vu mes gens, on peut faire une alliance avec vous. J'ai dit, non, il n'en est pas question. Tu es du RHDP, tu es d'ailleurs le deuxième vice-président du RHDP. Après Henriette Diabaté, c'est toi. Tu reviens prendre ta place. Il n'est pas question pour moi d'une alliance. Bon, quand d'autres partis veulent une alliance telle que le FPI, je lui ai dit, on n'a pas la même culture, on n'a pas la même philosophie politique. Mais j'ai dit l'UDPCI est membre fondateur du RHDP, donc va dire à tes jeunes frères et sœurs
que leur place, c'est dans le RHDP. Et bon, après quelques consultations avec vous, je crois que cette décision maintenant a été prise. Et j'en suis personnellement heureux, parce que je pense que c'est une très bonne chose. Nous devons travailler, je le dis, à la stabilité de notre pays. Nous avons eu un parcours dont nous sommes fiers à vos côtés dans la quête du bonheur, du progrès, de la paix pour la Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, vous êtes venu avec un programme. J'ai été chanceux d'être là au départ avec bien d'autres ici. Quelques-uns ne sont pas avec nous aujourd'hui. Je voudrais me souvenir d'Amadou Gon Coulibaly. Je voudrais me souvenir de mon frère, Ahmed Bakayoko, avec qui nous avons mené le combat en milieu estudiantin ensemble. Avec ceux-là et avec nos aînés, avec bien d'autres, nous avons essayé, à vos côtés, de redonner à la Côte d'Ivoire ce qui pouvait faire à nouveau notre fierté après cette grande période du président Houphouët-Boigny. Ce soir, je voudrais vous rassurer de la décision de la direction et de tous les cadres proches de moi, Monsieur le Président, de reprendre notre place à vos côtés, de reprendre notre place au RHDP, de venir vous soutenir dans ce grand chantier du rassemblement des Ivoiriens que vous êtes en train d'amorcer, qui va compléter certainement votre grande œuvre à la tête de la Côte d'Ivoire. La construction économique, la construction des infrastructures est là, mais nous savons aussi que vous avez à cœur de laisser un pays totalement réconcilié, un pays en paix, un pays rassemblé, tourné vers le développement. Et c'est pour cela que nous voudrons prendre toute notre place à vos côtés pour que nous puissions vous aider à construire la nouvelle Côte d'Ivoire et à donner des chances aux nouvelles générations de vivre dans un pays en paix, un pays qui fait leur fierté. Voilà, donc c'est officiel. Mabry Touakesso signe son retour au RHDP. Et avant de vous donner la parole, cher invité, je veux juste rappeler ce qu'il disait en 2020 lorsqu'il avait claqué la porte. Il a dit il y a beaucoup de suffisance chez les autres. Il y a du mépris, il y a l'oubli, il y a l'égoïsme. Nous nous sommes éloignés en termes de conviction profonde. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui ce rapprochement? Quelle est votre analyse à Saletier Mopé? L'extrait que vous venez de lire, la preuve que ce n'est pas une question de conviction. Et que c'est d'autres enjeux, c'est d'autres intérêts qui sont en jeu. Mais il faut dire que Mabry Touakesso c'est parti du RHDP parce que au niveau de la désignation du candidat du RHDP en 2020, il se voyait candidat. Vous vous souvenez de cette image quand le Premier ministre Amadou Gon Personam a été désigné au cours de ce congrès-là. Tout le monde s'est levé pour applaudir. Mabry ne s'est pas levé pour applaudir. C'était un signal qu'il n'était pas content. Après, il est parti. Et puis, comme il a dit, c'est un problème de conviction. C'est alors qu'il est parti. Et là, il revient, en quelque sorte, à ravaler ces convictions-là pour dire qu'il revient à la maison. C'est une bonne chose, parce que, bon, à l'essence, il est du RHDP. Donc, on peut concevoir que, bon, il revienne parce que les différends qui l'ont poussé dehors, peut-être, sont réglés et qu'il a d'autres engagements qu'on lui a donnés par rapport à son retour. Au-delà de ça, ce qu'il faut dire, c'est que cette façon de faire la politique en Côte d'Ivoire est extrêmement dangereuse et est en train d'abîmer complètement l'image des politiciens. En effet. Ces va-et-vient, ces déclarations qu'on assume et que par derrière on va contredire, ne sont pas de bons signes qu'on envoie aux populations ivoiriennes, et encore moins à la jeunesse ivoirienne. Parce que finalement, ce qu'on retient de nos hommes politiques, c'est que leur vertu se pède dans leurs intérêts personnels. Et non pas pour vous, c'est une question d'intérêt? Mais bien sûr, c'est une question d'intérêt personnel et non pas dans les questions d'intérêt public par rapport aux Ivoiriens. Et c'est ce message-là qu'il faut qu'on arrête d'envoyer aux Ivoiriens parce que ça abîme l'image de la politique en Côte d'Ivoire. Arnaud Goï. Oui, tout à fait. Ça abîme l'image de la politique en Côte d'Ivoire. Et je voudrais aller au-delà même de ce que vous avez dit. Lorsqu'il parlait de ses camarades du RHDP, lors de son discours, notamment au stade, lorsqu'il était dans l'opposition, en tout cas a priori, il traitait ses anciens camarades de force du chaos, de dictateurs, de forfaitus et de gens sans foi ni loi. Voilà. Je ne sais pas si en temps la foi a été retrouvée prise de l'ordre, mais en tout cas, c'est quand même assez curieux que un départ très fracassant qui a eu lieu il y a à peine quelques 20-24 mois, juste après, on revienne dans un
parti ou avec un groupe qu'on estime être dictatorial et sans foi ni loi. Ça pose 3 problèmes, à mon avis. Le premier problème que ça pose, c'est un problème de crédibilité dans l'engagement. Est-ce qu'il était crédible dans son engagement au RHDP ou dans l'opposition? Dans l'un des engagements, au moins, il n'était pas crédible parce qu'on ne peut pas être à 100% dans l'opposition et quelques mois après, même pas retourner sa veste, porter une autre veste. Deuxièmement, c'est un mauvais signal donné à la jeunesse parce que la jeunesse, déjà, réchigne à s'engager en politique parce qu'on estime que la politique est très violente, il y a beaucoup de duplicité, etc. Et on ne veut pas s'associer à ce genre de pratiques. Mais que des personnes qui sont considérées comme étant de la génération à venir, qui est susceptible de diriger le pays, aient des vertus qui soient si peu profondes, nous inquiète. Et troisièmement, le commentaire que ça induit chez moi, c'est la coïncidence, parce que la coïncidence qu'on veut faire entre la guerre et l'opposition, parce qu'il dit qu'il est revenu, parce qu'en partie il est revenu pour poursuivre l'œuvre de la réconciliation, comme si lorsqu'on était opposé, c'était la guerre. Je trouve cela dommage que la classe politique, enfin une partie de la classe politique dans notre pays, estime que être opposant ou être opposé, c'est vouloir la guerre. Dans tous les pays du monde, enfin dans l'essentiel des pays du monde, il y a des oppositions, il y a des opposants, il y a des personnes au gouvernement. L'opposition est une richesse. La différence même en tant qu'humain, la différence culturelle, idéologique, en termes d'éducation, est une richesse qui doit plutôt enrichir. Mais si on estime qu'on se met ensemble parce que si on n'est pas ensemble, on n'est pas réconcilié, c'est On note bien, et je vous ai entendu, j'ai suivi vos avis, mais en politique, les alliances se font et se défendent. Tout à fait. Oui, les alliances se font et se défendent, mais ce n'est pas de cette manière. Okay. Mabry Touakeuse qui part du RHDP, qui tend ses amis avec qui il a créé le RHDP de tous les mauvais noms d'oiseaux, tout ça. Et aujourd'hui qui revient, ces mêmes personnes-là, tout à l'heure quelqu'un a lu les qualificatifs, ce sont ces mêmes personnes-là qui sont là, à l'exception près le décès des premiers ministres Amadou Gon Coulibaly et Ahmed Bakayoko. Mais en fait, il doit se réjouir parce que le président Alassane Ouattara a accepté de saisir sa main. Il faut le noter. L'UDPCI, dont il est le président, a un bastion. Et dans le bastion, il était véritablement en perte de vitesse avec la montée d'un certain nombre de cadres et d'autres qui l'ont lâché complètement au niveau de l'UDPCI. Il faut voir, par exemple, à Benoué, où l'élu local, M. Ganet, l'a lâché. Au niveau de Maple, où le député Aviro RHDP et un certain nombre d'élus avec la mise en orbite aujourd'hui des personnalités telles que le général Vagondo, telles que Flindé, un certain nombre de personnes là-bas étaient en train de monter en puissance. Donc lui, il était véritablement en perte de vitesse. Donc il ne pouvait pas demeurer dans sa posture. Non seulement la politique, il faut assez d'argent, mais lui, il était complètement au chômage. Il n'avait pas les moyens, donc il doit Moi, je pense que si je peux me permettre, s'il faut avoir... si on peut parler de sémiotique politique en Côte d'Ivoire, je pense que ce acte-là, c'est un des signes de tout ce que la politique a comme petitesse. Je m'excuse auprès des militants de l'UDPCI. D'abord, prenons la déclaration de M. Mabry. Vous constaterez qu'il parle de « je me suis entretenu avec les cadres et les dirigeants ». Nulle part vous n'avez entendu parler de militants. Ça, c'est un des éléments affligeants de la structuration politique ivoirienne. Un parti politique a des militants, des sympathisants qu'on doit interroger. Mais au-delà de tout ce qu'on dit, petite parenthèse pour taquiner M. Gbato, ça c'est une reconstitution du bloc social libéral, disons ça comme ça, en Côte d'Ivoire, qui montre que le vrai maître de la politique actuellement, c'est le chef d'État. Bien sûr. Il n'y a pas de gauche, M. Gbato de gauche, moi je le provoque en disant qu'il n'y a pas de gauche en Côte d'Ivoire, il n'existe pas. Donc il y a... C'est pour taquiner. Non, je termine. Je veux dire quelque chose. Non, je suis sérieux aussi, je veux dire quelque chose. On oublie que ce qui peut être vu comme un ralliement, un retour, une reddition pour d'autres, il y a eu des morts. Il y a eu des morts. Okay. On n'a pas fait de bilan. Pourquoi on se retourne? Dans quel cadre on se retourne? Comment on se retourne?
Personne n'en parle. Motouche bouche cousue, on fait tabula rasa, on retourne à la maison. Les militants n'ont pas été interrogés, mais en même temps, ça pose aussi la question, comme j'ai dit, de nos rapports à nos politiciens. Si on avait un temps soit peu de considération pour les militants, avant, on ne dirait pas j'ai consulté les cas de mes amis. C'est bien de retenir RLDP, c'est très bien, ça fait des blocs. Mais on allait partir voir les militants, on leur dit avant-hier, on était en désaccord frontal avec le bloc qui est là. Aujourd'hui, on en discutait, mais nulle part on a entendu ça. Et ça va comme ça va. Et je crois qu'en 2025, ils viendront dire, je veux dire que, je m'arrête sur ça pour ne pas monopoliser la parole, l'impression que ceux qui sont en bas, les jeunes Ivoiriens qui sont intéressés à la politique ont, c'est qu'il n'y a que la philosophie de la pensée de l'estomac qui régit certains de nos politiciens. Il faut qu'on évite ça, sinon on va avoir des taux d'élection dans le futur à 5% de participation, 10%. On note bien. Guillaume Baton, on va aller au pas de course, au regard du temps. Bon, OK. Alors, premièrement, je veux un peu tempérer. Les désaccords, ça existe. Même dans les plus grandes démocraties. Mais c'est pas ça. Attends, s'il vous plaît. On peut être d'accord aujourd'hui, ne pas être d'accord demain, et être encore d'accord demain. Donc vous saluez ce retour. Non, je n'ai pas salué. Je dis, il ne faut pas qu'on extrapole. Voilà. Les désaccords, je vais prendre le cas peut-être français. M. Mélenchon, qui est aujourd'hui à la tête de la France soumise, est un ancien militant du PS. Mais il n'est jamais allé à droite. Attendez, je viens. Achibanga, s'il vous plaît. Je veux dire que les désaccords font partie de la vie, y compris même dans les familles. Votre avis sur ce retour? Je pense que le président Ouattara l'a dit, d'abord le ministre Mabry l'a dit. Il est un pur produit du président Ouattara. Il a dit qu'il travaille pour lui depuis 1990. Il a quand même traité les dictateurs. Hein. Oui. S'il est fâché avec lui pour des raisons dictateurs, dans la bouche de Mabry, c'est peut-être même pas le même sens que peut-être toi. Je vous laisse 2 secondes pour terminer. Donc, je dis ceci, qu'il ne faut pas extrapoler des accords. Monsieur Mabry retourne au RHDP, il a donné les raisons. Je vais tempérer un peu aussi, qui dit qu'il n'a pas conçu les militants, mais les cadres sont aussi des militants. Encore que le processus doit pouvoir aller jusqu'au Congrès. Ils ont conduit s'il vous plaît, toutes les minutes qui me sont prélevées vont être comptées. C'est comme maintenant l'arbitrage en football. Ceci dit, M. Mabry, c'est que l'a dit un peu. Il est dans quelle situation aujourd'hui? Est-ce qu'il a la capacité politique de faire face à la montée en puissance du RHDP dans la région d'origine? Le risque qu'il courait, il est simple. Ou bien il reste dans sa posture, parce qu'il a dit, comme il faut le reconnaître, il a proposé une alliance au président de la République qu'il n'a pas voulu. Il ne lui sait pas grand-chose. Ou bien il refusait la main tendue du président Ouattara, et il affrontait donc le RHDP aux prochaines sessions locales, où il pouvait perdre son poste de président du conseil régional, et ça en était fini. Ou bien il fait durer la montre. Moi, je pense que, finalement, il réhabilite le président Fologo Père son âme, qui disait et qui citait Houphouët-Boigny, d'ailleurs, que la politique, c'est la saine appropriation de la réalité. C'est un oufouettiste. Il est parti à l'école d'Oufouet. Il faut le saluer. Merci, Guillaume Bato. Achibanga, rapidement, très rapidement, parce qu'on déborde largement. Je partage tous les trucs, tout ce qui a été dit, mais je vais revenir quand même sur le fait d'être d'accord ou de ne pas être d'accord. Ça arrive en politique. Mais en politique, on va dans un mouvement. On est dans des cadres. Mélenchon dont vous parlez, justement, Mélenchon était au PS. Je vais en prendre d'autres. Mélenchon était au PS. Il a quitté le PS, mais il est resté dans la gauche. Voilà. Mais en Côte d'Ivoire, les alliances, il n'y a aucune trace idéologique, aucune trace même historique dans les alliances. Absolument. Lui, là, s'élève aujourd'hui. Toutes les alliances sont pas idéologiques. Toutes les alliances sont pas idéologiques. Un peu de discipline, s'il vous plaît. Laissez-le terminer, s'il vous plaît. Il n'y a rien qui construit ces alliances. Je suis bien d'accord. On peut avoir, comme on l'a eu, l'union sacrée, quand on estime que le pays est à gérer. Même aujourd'hui en Allemagne, les libéraux sont avec le SPD. Je vais t'expliquer, c'est pas grave. Achibanga, rapidement. Voilà. Donc les alliances n'ont aucun fondement. Ce qui perturbe d'ailleurs les militants, parce que les gars, ils ont fait campagne contre un gars hier, et puis 15 minutes après, ils vont aller faire campagne pour lui. Deuxième chose qui est importante. Ça va être la dernière. Non. C'est le mépris du fonctionnement des partis politiques. Ce qu'on a vu là, c'est ça qu'on a vu avec l'appel de Daoukou en 2015. Bédié s'est assis, il a fini de manger, il est venu dire allons voter Ouattara. Quand il a fini de dire ça, il a construit des choses. Et le jour où il est venu, il réclame, il a dit il n'y a pas d'accord. Mais il n'y a pas d'accord. Pour construire un accord comme celui de Daoukou, le PDCI a sa délégation, le RDA a sa délégation, Tonton a sa délégation, avec son projet.
on discute, on signe. Comme ça, si demain tu veux me trahir, je sors. Mais sur ça, je suis d'accord. Il va venir dire, dernier point qui est très important pour moi, c'est la différence aujourd'hui entre Alassane Ouattara et l'opposition. C'est ça. D'accord. Okay. Non, c'est pas. Il faut que je dise ça. On voit que Alassane Ouattara est en train de construire son RHDP. Il voit à l'ouest que, bon, oui. dans l'ouest montagneux, il peut y avoir un match dans lequel je peux gagner ou je peux perdre. Oui. Parce que malgré tout, Mabry fait une très grande performance aux législatives. Absolument. Et même les législatives d'avant de 2018, alors que ton RHDP n'avait que 3 ou 4 députés, là, il est passé, il a doublé pratiquement son nombre de députés. C'est même, même un symbole là-bas. Okay. Donc, au moment où Alassane Ouattara, lui, il construit son parti en se disant que voilà, je pardonne ça, je pardonne ça. De l'autre côté, dans l'opposition, quand on lit ce que la presse a dit, quand Mabry va, on lui dit, bon, toi, tu fais pas partie des 2 grands, reste là-bas. La locomotive et la wagon. Voilà. Et c'est ce qui est passé avec vous, FP. Oui. On a l'impression que nous, bientôt, on va les lâcher aussi. Il est plus stratégique que... D'accord. Archie Bonga, on a bien noté. On a bien noté cet avis. Merci. Je suis vraiment désolée. Je suis désolée de ne pas pouvoir donner la parole au docteur Tawa qui est en ligne. On déborde largement ce soir. Merci d'avoir suivi ce numéro de NCI 360. Très bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne. On va pas donner carton. Autonome d'Abidjan, une référence internationale. Kylian et Marvin, 2 garçons de cette famille, ont disparu. Ils avaient décidé de se rendre à l'école après les pluies diluviennes. Mais ce jour fatidique, ces 2 enfants n'arriveront jamais à l'école et ne retourneront plus jamais chez eux. Tous les lundis à 20h15. Ici, ils voulaient prendre ce chemin et comme l'eau avait envahi tout, donc il s'est retrouvé juste là. NCI revient sur ces histoires fortes qui ont marqué l'actualité et les mémoires de la société ivoirienne. Je me sens seule, mais maintenant, grâce à Dieu, j'ai une petite sœur. Mais je demande aussi qu'on puisse affecter ma maman ici, là, qu'on va rester auprès de nous. Faits insolites, témoignages palpitants, drames, issues heureuses, focus faits divers, l'actualité des faits divers, présenté par Evelyne Débat, tous les lundis à 20h15 sur NCI.